général de la population. Et à part cela, nous avons aussi notre troisième mission principale, la délivrance de la carte d'identité nationale et des titres des résidents aux étrangers qui sont sur les sols congolais. Mais aussi, nous devons émettre des avis par rapport à la constitution du fichier général de la population, et nous devons aussi imprimer d'autres documents de valeur. Que donc l'ONIP, c'est une structure pérenne qui est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et qui est appelée à se déployer sur toute l'étendue de la République et à y demeurer à côté d'autres structures qui existent. Et à ce moment, nous sommes en train de voir comment nous déployer sur le terrain. Et je crois que c'est, en bref, en quelques mots, c'est ça l'ONIP. Ok, c'est ça l'ONIP. Monsieur Ngirama, on va peut-être vous compléter tout à l'heure, puisque j'ai envie de vous poser la question de distinguer, en fait, le recensement de l'identification. Ces deux notions qui se coupent presque et qui sont difficilement perceptibles par une bonne partie de la population. Recensement, identification. Alors, merci beaucoup, M. Ska, pour la question. Pour bien comprendre les deux concepts, je préfère donner des définitions. Et c'est sur base de ces définitions qu'on peut maintenant comprendre la différence entre les recensements et l'identification. Le recensement, c'est une opération qui consiste à collecter les données de population, les analyser et les publier en vue de produire les effectifs de la population par entité. Donc, les recensements ne visent que la connaissance des effectifs. Tandis que l'identification, là, il y a deux définitions. La première, c'est l'enregistrement des données de population dans un registre ou dans un fichier général de la population. Et la deuxième définition, c'est la vérification des déclarations des faits d'état civil de la personne qui sont inscrites dans les fichiers. Donc il y a les deux définitions. Le recensement vise les faits de l'état civil, notamment le nom, oui. Le post-nom, la profession, l'âge, le sexe, tous les éléments qui déterminent la personne physique. Et là, c'est l'identification. Donc en somme, le recensement vise à la connaissance des effectifs par entité, et l'identification vise à individualiser la personne. Mais nous avons dans les communes ce qu'on appelle les services de l'état civil, en fait, qui font régulièrement ce travail. Et cette cohabitation, s'il faut ils appellent ça comme ça, comment elle va se passer entre les données de l'ONIP et des services de la commune? Effectivement, il existe dans toutes les communes, dans tous les territoires, les services d'état civil, mais aussi, il faut qu'on signale qu'il y a aussi le service des populations. Oui. Le service d'état civil prend en charge l'individu dès la naissance. Tandis que les services de population s'intéressent à tout ce qui est mouvement de la population. Les deux services fonctionnent, mais il faut le dire que les services d'état civil et des populations ne fonctionnent pas efficacement. Il y a beaucoup de failles et même les données qui sont produites ne sont pas fiables. Voilà pourquoi l'ONIP vient pour non pas remplacer l'état civil, parce qu'il faut le préciser, mais plutôt renforcer le travail d'état civil. Tout à l'heure, Maître vous a donné les missions de l'ONIP. Il vous a dit que l'ONIP a la mission de constituer le fichier général de la population et de l'entretenir. La constitution, c'est fait par le recensement, où on va dresser la liste exhaustive de la population, mais l'entretien, maintenant, c'est la prise en charge de toutes les nouvelles naissances. Ce qui veut dire que le travail de l'ONIP va appuyer... Donc c'est un travail permanent. Un travail permanent. Nous allons appuyer l'état civil à mieux saisir les naissances, mais aussi les décès. Parce que dans les fichiers, il y a des personnes qui seront inscrites et qui vont nous quitter, qui vont partir. Mais il faut aussi saisir les décès. Et donc... vous avez parlé des étrangers également. Il a parlé des étrangers également. Ils sont concernés par l'identification. Le recensement et l'identification concernent toutes les personnes vivant sur le territoire national. On doit savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. On doit savoir qui est étranger. Et il n'y a pas que les nationaux et les étrangers qui vivent au Congo. Il y a aussi les Congolais de l'étranger
qui doivent être aussi recensés et identifiés. Et donc, c'est ça. Alors, nous comprenons l'ampleur de... Oh, oui, ben, vous voulez compléter? Oui, je voulais compléter mon collègue. Alors, l'état civil et l'identification, ce sont des services qui vont de pair. Oui, il l'a dit. Sous d'autres cieux, les bonnes pratiques nous ont indiqué que, parce que dans le cadre des opérations d'identification, nous avons fait des voyages pour détecter les bonnes pratiques qui se font ailleurs. On a découvert que ailleurs, comme en Côte d'Ivoire, les services qui s'occupent de l'identification de la population, c'est les mêmes services qui s'occupent de l'état civil. Que donc, pour permettre à ce que les fichiers généraux de la population soient entretenus et soient en mouvement, il faut qu'il y ait une interconnexion avec les fichiers de l'état civil. Et pour que cette interconnexion soit efficace, ailleurs, on a centralisé, on a pris l'état civil et l'identification, on les a mis dans un même et seul service pour que les données de la population soient gérées d'une manière rationnelle. Et nous croyons, avec la révision du Code de la famille, qui maintenant là est en étude au niveau du Parlement congolais, c'est un des aspects par rapport à la réforme de l'état civil. Parce que notre état civil, on a trouvé que c'est un état civil qui ne fonctionne pas comme il le faut. Il faut réformer, il faut améliorer la façon de travailler. Et dans cette réforme, on est en train d'envisager comment on peut prendre l'état civil et le mettre avec un service d'identification de la population pour que ça puisse évoluer ensemble. Et vous verrez même dans les communes, ici à Kinshasa, les antennes communales de l'ONIP sont déjà fonctionnelles. Vous allez vous rendre compte que les antennes de l'ONIP et les différents bureaux d'état civil ou de population sont en train de travailler ensemble. Là, c'est un prélude de tout ce qui peut venir avec la réforme de l'état civil pour que les fichiers généraux de la population qui sera créé, qui sera constitué d'ici là, soient toujours mis à jour à chaque instant à partir des faits d'état civil, notamment les naissances. Monsieur Serge, je comprends l'ampleur du travail qu'a l'ONIP ou qu'aura l'ONIP dans les jours à venir, mais un pays comme le nôtre, plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec tout ce qu'il y a comme entité décentralisée, est-ce que l'ONIP a les moyens qu'il faut pour pouvoir opérer donc même dans les tout petits villages de notre pays ici? Oui, nous disons que l'ONIP c'est un établissement public, comme tout autre établissement public. Et la vocation c'est de s'installer partout. Et le gouvernement congolais ne peut jamais créer un établissement pour rester seulement dans la capitale. Les moyens sont là. Oui, si les services de l'état civil ne parviennent pas à s'implanter partout tout de même, ou à opérer un peu partout. Les services de l'état civil sont partout. Mais c'est ils ne sont pas subventionnés comme il le faut. Ils fonctionnent avec des moyens de bord. Et donc l'ONIP viendra en appui. Si les parlementaires se décident que l'état civil soit intégré à l'ONIP, nous disons que ça sera une bonne chose et ça sera capitaliser les ressources humaines qui sont déjà sur terrain et automatiquement l'ONIP sera déployé sur toute l'étendue de la République parce qu'on va se baser sur les bureaux de l'état civil. Ok, alors, tout le monde, je reviens à vous tout à l'heure, mais j'adresse cette question aux démographes. Donc, à terme, c'est un fichier que vous voulez crédible. Et alors, qui est le destinataire? Pour quel usage, en fait? Justement, la question que vous posez, c'est presque le complément de la question que vous posez à mon confrère. C'est que le projet, certes, est ambitieux. Le Congo est vaste, mais vu les retombées qui peuvent en découler, ça vaut la peine que les autorités puissent s'engager dans ce projet. Depuis le début, nous l'avons dit que l'ONIP a été créé, une période de léthargie. Partout où on a été, dans tous les pays d'Afrique où nous sommes allés visiter comment ils ont mis en œuvre leurs projets, on nous a dit que vous ne pouvez réussir ces projets ambitieux que s'il y a de la volonté politique. Et là, nous saluons
la vision du chef de l'État, qui depuis son investiture, et presque dans tous les discours, il revient toujours sur les recensements digital ou biométrique de la population. Et donc c'est pour dire que les moyens seront dégagés au vu de ce que nous allons avoir comme résultat. Qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Une fois que le fichier général de la population est mis en place, vous allez comprendre que même l'état civil sera facilité. Déjà, on l'a déjà dit, les actes de naissance, les actes de naissance, les actes de mariage, ça sera facile pour les faire. D'autres l'ont fait, nous pouvons aussi les faire. Une fois que le fichier est en place, on va même déjà éliminer certaines dépenses que l'État fait, notamment en matière de révision du fichier général, du fichier électoral. Parce qu'à chaque cycle, il faut réviser le fichier. Donc, le fichier sera là, il sera entretenu. À tout moment où on veut organiser les élections, il suffira d'interroger le fichier, d'extirper la population électorale, de fournir des fichiers au niveau de la CENI, et même aussi, pour les recensements scientifiques à venir, ils auront une base de données actualisée, sur base desquelles ils peuvent faire les projections et même les enquêtes. Les grandes enquêtes d'envergure nationale vont se servir de la liste que nous allons produire. Il n'y a pas que ça. Même sur le plan commercial, les banques, les banques vont se servir de ces fichiers. Parce que s'ils veulent donner un crédit à quelqu'un, ouvrir un compte, il faut interroger le fichier général de la population pour savoir si la personne qui vient solliciter une activité à la banque est réellement cette personne, s'il n'y a pas fraude à l'identité, et donc ça va générer des ressources, même financières. C'est donc un instrument de développement. C'est vraiment un instrument de développement, malgré les contraintes, malgré la taille. Mais le projet est ambitieux, mais il faut le réaliser. Il faut le réaliser. Alors, pour le réaliser, il faut l'information. C'est la base de tout. Sylvestre Toumba Moudingaï, puisque vous êtes chargé de la communication au sein de l'ONIP. Mais les opérations d'une telle envergure nécessitent en fait l'information. Or, nous sommes dans un pays où 80% de la population sont analphabètes. Quelle est votre stratégie mise en place pour faire comprendre à la population le bien fondé qu'il y a à réaliser une identification dans un pays comme le nôtre? Puisque déjà, quand on fait les porte-à-porte lors des vaccinations, on a l'impression qu'il y a trop de réticences, on a l'impression qu'il y a des gens qui prennent ça à la légère, on a l'impression qu'on n'en veut pas et qu'on sort. Mais est-ce que vous avez un plan média, si vous voulez? Un plan de communication, oui, qui existe déjà. Le plan média, vous savez qu'il accompagne les activités sur le terrain. Puisque là, on est sur le point de passer à l'étape sur le terrain, les collègues peut-être vous reviendront sur ce qui a été fait jusque-là, et on doit passer sur le terrain. Et pour réussir les opérations qui seront menées sur le terrain, on ne peut le faire qu'avec l'implication de la population. C'est pourquoi dans notre stratégie de communication, nous avons déjà quadrillé les différentes cibles vers lesquelles nous allons nous adresser avec les différents types de messages par cible. L'ONIP est appelé à collaborer avec les institutions. L'ONIP est appelé à collaborer avec la société civile. L'ONIP est appelé à collaborer avec pratiquement toutes les catégories, parce que toutes les catégories sont concernées. Donc nous avons déjà un plan de communication qui en fait cible principalement 4 points et que l'on va dérouler au fur et à mesure de nos actions sur les terrains. Nos populations, le peuple doit comprendre que l'opération qui initie l'ONIP, ça les concerne. Peut-être que mon collègue Nguinamao n'a pas trop insisté sur les retombées de ce fichier général de la population. C'est quelque chose qui va nous accompagner dans la vie de tous les jours.
Une fois identifié, on va vous attribuer un numéro d'identification unique qui sera reconnu dans toutes les administrations, partout où vous vous présenterez. Et qui sera consigné dans la carte d'identité. Oui, qui sera aussi dans la carte. Donc, dès qu'on voit votre numéro d'identification, on saura c'est qui. Partout. Que ce soit les banques, comme il a dit, que même quand vous allez chercher votre passeport, il faut certifier votre identité et ça ne peut se faire que par le canal du fichier de la... Et pour la population, elle doit comprendre aussi que l'institution du fichier général de la population, c'est aussi un instrument de lutte contre la criminalité. Parfois, on voit dans nos quartiers des gens qui sont là, qui circulent, mais on ne sait pas il est où, il habite où. Et le fichier général de la population viendra mettre un peu un terme à tout ça. Et actuellement, le NIP, je ne vais pas dire qu'il est en train de vivre une renaissance, mais l'Office national d'identification de la population est en train, disons qu'il y a un souffle nouveau qui est sur le NIP actuellement. On vous a parlé de la volonté du chef de l'État, mais actuellement, avec l'avènement du gouvernement Samalou Kondé, jamais auparavant un gouvernement n'avait endossé autant cet objectif d'identification de la population. Oui, je reviens Sylvestre, je reviens encore sur le plan de communication, parce que ça me tient beaucoup à cœur. Oui. Je ne vois pas comment vous allez vous y prendre assez de moyens conséquents, mettre un plan de communication qui doit atteindre tout le monde, même dans les fonds de nos petits villages. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déterminé les cibles avec lesquelles il faudrait marcher avant de pouvoir étendre cette campagne à toute la population, puisque vous n'allez quand même pas tout embrasser au même moment. Non, les cibles sont déterminées. Il y a la population qui vit sur le territoire congolais, il y a la population qui est à l'étranger. Nous avons sur le territoire des Congolais, nous avons des étrangers, et chaque catégorie a un type de message bien précis. La communication nécessite des moyens. Énormément de moyens, c'est connu, je ne vous apprends rien là-dessus. Et c'est peut-être Maître Serge qui a effleuré la question. Nous sommes devant une situation où on a besoin que le gouvernement lève des options pour savoir avec quel type de financement on va avancer. Soit un financement public, c'est-à-dire que l'ONIP est financé intégralement par le gouvernement congolais, et c'est ça le point de vue défendu par l'ONIP, parce que si faire l'identification, c'est aussi une question de souveraineté. Et au niveau de l'ONU, nous souhaitons que ce soit l'État congolais qui finance les opérations. Et dans le budget tel qu'il a été annoncé là, il y a une bonne part du budget qui est réservé à la communication. Vous avez peut-être été informé. Oui, c'est vrai, mais quelles sont les assurances données par le gouvernement, puisque vos responsables étaient reçus par le Premier ministre il y a quelques heures? Mais c'est déjà une grosse avancée d'être reçu par le Premier ministre, parce que depuis que le NIP existe en 2011, depuis que les premiers mandataires ont été mis en place, c'est la première fois que les autorités de l'ONIP sont reçues à ce niveau-là. Il faut également souligner la visite qu'a fait tout récemment, il y a 2 semaines, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, qui est venu jusque dans nos installations. Ça veut dire que la question est aujourd'hui prise à cœur par le gouvernement, et on a cette possibilité. Notre souhait, c'est que le gouvernement finance, mais il y a aussi une autre possibilité de financement. Parce qu'aujourd'hui, à la porte de l'ONIP, je ne peux pas vous dire combien, des partenaires étrangers viennent se proposer pour
et parfois même avec une enveloppe financière à main pour financer les opérations de l'ONIP. Donc côté budget, nous, on est confiants que ce soit avec l'État congolais tel qu'on est en train de le souhaiter, le Trésor public, que ce soit avec les partenaires étrangers, nous avons confiance que nous aurons suffisamment de moyens dans un bref délai pour mener à bien les opérations de communication. Monsieur Serge, les opérations ont été estimées à combien pour mener une campagne d'identification tous azimuts aujourd'hui? Les opérations jusque-là, trop vaste. Voilà, c'est une campagne trop vaste, c'est un projet qui nécessite beaucoup de moyens. Jusque-là, nos opérations sont évaluées à peu près à 350 millions de dollars qui peuvent être répartis en deux annualités budgétaires, en deux exercices budgétaires. Et donc, le premier exercice budgétaire, c'est par rapport à l'investissement, par rapport à ce que nous devons faire, la grande campagne d'identification. Là, ça nécessite beaucoup de moyens et les 350 000 peuvent être divisés en deux et nous y allons en deux phases, en deux exercices budgétaires. 350 millions de dollars, mais plus ça traîne à commencer. Et si le gouvernement voudrait à ce que les élections se fassent avec les fichiers généraux de la population, plus ça traîne à commencer avec les dates, la date butoir des élections, ces coûts peuvent varier d'une manière ou d'une autre, mais nous espérons qu'avec la commission qui a été mise en place tout récemment par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, quand il a reçu les différents ministères qui interviennent d'une manière ou d'une autre, la commission là, nous espérons qu'elle va encore s'y pencher et voir comment est-ce que les cahiers de charges qui sera déposé d'ici 10 jours prendra en compte toutes ces considérations. Alors, est-ce que nous pouvons comprendre pour le moment que cette implication du politique, du gouvernement dans l'ONIP signifie que vous devez travailler, vous, ONIP, en fonction des élections à venir? Oui, nous devons travailler pas seulement en fonction des élections à venir, parce que l'identification, c'est une opération administrative. Permanente pour tout État moderne. Mais pour cette fois-ci, on a besoin de vos données en fonction des élections. Ça veut dire. Moi, si on me disait de définir l'identification ou je pourrais dire que c'est un outil de bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, il y a aussi les élections, il y a les finances, il y a les sociales, il y a tout. Mais en ce moment, étant donné que notre pays approche la période électorale et qu'au même moment, le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde, voudrait faire bénéficier à la nation congolaise, à toute la population congolaise, en exécutant, en matérialisant la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président, à travers les opérations d'identification, nous aurons de bonnes élections. Si nous voulons avoir de bonnes élections, nous devons passer par l'identification de la population, parce que ça va nous permettre d'avoir des données réelles et vérifiables sur terrain, notamment en matière de répartition des sièges dans chaque circonscription. Souvent, les grandes campagnes comme ça se font avec, notamment les élections ou les recensements, souvent les grandes campagnes comme ça se font avec l'implication, la collaboration des partenaires extérieurs. Est-ce que c'est le cas chez vous cette fois-ci? Oui, c'est le cas chez nous, parce que nous disons que d'abord, la question d'identification, c'est une question qui concerne les Nations Unies. Les objectifs de développement du millénaire, à son point, à leur point 16.9, renseigne que tout individu a droit à une identité légale. Comprenez qu'il y a des partenaires externes, soit en termes des Nations Unies, qui doivent d'une manière ou d'une autre nous appuyer, mais aussi nous avons des partenaires techniques
qui peuvent être des sociétés commerciales, qui peuvent être des fournisseurs des solutions technologiques, qui doivent nous appuyer, nous soutenir sur le terrain. Et là, ça sera sur base des modalités de Les appels d'offres sont déjà lancés, je suppose. L'appel d'offres avait été lancé en son temps. Il y a un appel d'offres qui a été lancé en son temps. C'est un appel d'offres qui a été très bien étoffé et qui jusqu'à présent continue à produire ses effets, parce que la plupart, si pas toutes les firmes internationales et nationales qui contactent l'ONIP pour la réalisation de son projet se réfèrent à cet appel d'offres, encore que c'est un appel d'offres qui s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration publique congolaise. Et donc tout est conforme et nous croyons que les partenaires externes en tant qu'ONG ou en tant que partenaires financiers seront utiles par rapport à notre projet. Monsieur Ndjinamaou, puisque l'ONIP existe depuis 2011, je crois vous n'êtes pas resté bras croisés en attendant les moyens colossaux. J'estime que quelque chose a déjà été initié, entamé. Alors, la question que je voulais savoir, que je vais vous poser, c'est celle de savoir l'état de lieu aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Oui, merci beaucoup. J'apporte un petit rectificatif. C'est vrai, l'ONIP existe depuis 2011, mais les activités n'ont commencé qu'en 2014. Fin 2014. Donc, sinon, si on fait des calculs, on risque de penser que depuis que vous êtes créé, vous n'avez rien fait. Alors, pour répondre à votre question, c'est que les opérations que nous sommes en train d'envisager, de réaliser, le recensement administratif et l'identification, ce sont des opérations qui se font en phases. Et il y a plusieurs phases. Et pour nous, nous avons simplifié les choses. Nous avons retenu 2 phases. Il y a la phase préparatoire et la phase de terrain. La phase préparatoire, c'est la phase où c'est la phase des bureaux, c'est ce qu'on appelle la phase des bureaux. On est dans les bureaux, on prépare l'opération, on fait des projections, on fait des estimations, on fait des scénarios, on a des hypothèses. Et cette phase, nous sommes déjà suffisamment avancés dans cette phase, parce que déjà nous avons presque l'essentiel des documents qu'il faut avoir. Nous avons un plan opérationnel qui existe déjà, nous avons un plan stratégique, nous avons une note conceptuelle qui a déjà été élaborée. Nous avons le manuel des agents recenseurs, le manuel des agents d'identification, ça a déjà été préparé. Et nous avons quelques matériels d'expérimentation, on a quelques tablettes, tout ça. On a même aussi un serveur d'expérimentation qui est déjà là. Et nous sommes déjà en train de préparer aussi une grande activité de tout recensement, c'est la cartographie. Alors, pour la cartographie, nous sommes encore au niveau de la cartographie des bureaux. Ça, il faut le préciser. Des projections. Des projections. Mais c'est quoi l'activité? C'est que nous avons déjà dressé la liste exhaustive de toutes les entités qui existent. Mais nous savons que les entités naissent, disparaissent et même aussi changent même de lieu. Vous avez recouru à l'expertise de l'Institut géographique? C'est ça justement, c'est dans la 2e phase, la phase de terrain, que nous allons recourir à l'expertise de l'IGC. Mais d'abord pour la première phase ici, nous faisons des estimations. C'est avec le ministère de l'Intérieur, le secrétariat général, où nous exploitons tous les documents qui existent en vue de dresser déjà une cartographie administrative. Alors maintenant, sur le terrain, nous allons descendre. Il y a la topographie, il y a la toponymie. Là, c'est la 2e phase. C'est la 2e phase, la phase des terrains. Parce qu'aujourd'hui, un village peut porter un nom. Demain, le village change de nom. Si vous êtes... Il n'existe plus. Il n'existe plus, il s'est déplacé. Moi, j'ai vécu ça à l'Équateur, lors d'une enquête d'envergure nationale, EDES, pour ne pas citer. J'arrive dans un secteur, on me dit, va dans tel village. J'arrive, on me dit, le village ne se trouve plus ici. Le village s'est déjà déplacé. Alors, les villages a migré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive sur place, j'interroge les notables. Les notables m'ont dit, oui, effectivement, à l'époque coloniale, on était à tel endroit, mais on s'est détaché,
Vous voyez, de telles situations arrivent. Même ici, même dans nos villes, hein, dans les cités, il y a des quartiers qui se créent, il y a des mouvements de la population et des avenues. Et donc, on ne peut pas rester au bureau. Il faut qu'on descende sur le terrain pour confronter ce qu'on a déjà préparé et pour essayer maintenant d'harmoniser en vue de lancer les opérations. Et comment vous allez faire dans les zones où règne encore l'insécurité aujourd'hui? Il y a des techniques pour le faire, pour le recensement. Même si on optait pour une approche active ou passive, il y a ce qu'on appelle des méthodes de balayage. C'est-à-dire pour une zone qui est plus ou moins sécurisée, parce qu'il faut mettre l'armée en contribution, il faut mettre la police en contribution. Pour une zone qui est déjà sécurisée, on envoie un nombre élevé des agents. En un laps de temps, ils peuvent collecter les données et puis quitter. Je dis bien pour les zones qui sont sécurisées jusqu'à une certaine hauteur. Mais pour les endroits où c'est impossible d'accéder, bon, je ne pense pas que le gouvernement va mettre la vie de ses agents en danger pour dire allez. Non. Donc, c'est le gouvernement qui décide, mais la méthodologie est là. Il y a toujours moyen de faire les travaux. Par rapport à ce point-là, c'est vrai que l'insécurité existe dans certaines zones. Ça n'a pas empêché, par exemple, la CENI de faire un recensement électoral sur toute l'étendue de la République. Alors, mais il y a question, j'ai parlé tout à l'heure de l'immensité du pays, mais en fait, si le travail devrait commencer aujourd'hui, combien de temps faudrait-il pour que l'ONIP mette à jour, mette à la disposition des destinataires un fichier complet? Combien de temps l'identification? Voilà. Je vais en tout cas essayer d'être le plus précis possible. Déjà, il faut différencier deux opérations. Il y a l'identification, le recensement et l'identification, première phase. Et il y a une autre phase qui viendra, c'est la phase de la production de la carte d'identité. Alors, on peut lancer la collecte des données pour le recensement et l'identification. Une fois qu'on termine déjà dans une certaine zone, on peut aussi lancer la phase de la remise de la carte d'identité. C'est deux opérations aussi différentes, mais qui peuvent aussi se réaliser de manière concomitante. Grosso modo, dans nos prévisions antérieures, on prévoyait que cette opération se réalise tout au plus 24 mois, en prenant la phase préparatoire et la phase de terrain. Or, la phase préparatoire, il y a beaucoup d'activités qui ont déjà été réalisées, ce qui veut dire qu'on a déjà un gain de temps. Et s'il faut, puisque vous me contraignez de donner presque un chronogramme. Hein. Les élections, c'est dans 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ONIP est capable de produire un fichier d'ici décembre 2023, par exemple? En moins de 12 mois, le fichier sera disponible. Ça, ce n'est pas un problème. En moins de 12 mois? En moins de 12 mois. On va disponibiliser le fichier. Ça, nous donnons toutes les garanties. Parce que la méthodologie est là, et nous l'avons déjà testé, ça marche. Peut-être que pour la carte d'identité, on peut aller jusqu'à 15 mois. On va y revenir. Voilà. Alors, Sylvestre, il y a encore un problème qui doit être préalable à la question que je posais tout à l'heure, c'est la formation. Hein, donc, c'est un grand travail. Alors, les agents qui doivent être déployés sur le terrain ont quand même besoin d'une certaine formation. Mais est-ce que moi, cela a déjà commencé? Nous avons eu déjà, dans un premier temps, à envoyer nos experts dans un certain nombre de pays pour aller s'inspirer de l'expérience d'autres pays. Ils nous ont ramené ce qu'ils nous ont ramené et ces expériences-là sont en train de nous inspirer dans ce que nous allons faire. Ça, c'est... Vous avez besoin de combien d'agents déployés sur le terrain? Les chiffres varient. On a voulu dans un premier temps 7 000 pour arriver peut-être jusqu'à 40 000. 7 000, c'est trop peu tout de même. Non, je dis dans un premier temps pour arriver jusqu'à
40 000. Hein? Peut-être même qu'on va dépasser ce nombre-là, parce que quand on compte le nombre des entités décentralisées, on peut aller... mais comme on dit les collègues ici, on a fait la cartographie dans les bureaux, si je peux m'exprimer ici. Maintenant, il y a la phase du terrain. Et la phase de terrain peut nous permettre de déterminer peut-être exactement combien de personnes on doit déployer selon la géographie, la typonymie et des lieux. Mais ce qui est certain est que tous les agents d'identification, avant d'être lâchés sur le terrain, auront des séances de formation. On va former des formateurs qui vont dupliquer cette formation-là auprès des agents qui seront... Parce que les agents ne seront pas recrutés qu'à Kinshasa, hein. C'est sur l'ensemble du territoire national. Voilà, il nous reste 5 minutes. Messieurs les juristes, à terme, nous avions parlé avec vous, où vous avez soulevé le problème de la carte d'identité. C'est un document, ça fait des décennies qu'on n'a pas dans ce pays. Mais alors, elle sera délivrée à qui, cette carte d'identité? Nous avons connu des problèmes avec la carte d'identité pour citoyens. Il y a eu des débats avec la carte d'électeur qui a également servi de carte d'identité. Il y a toujours des problèmes. Mais alors, cette fois-ci, cette carte sera destinée à qui et avec quelles assurances? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous disons que, d'abord, d'entrée de jeu, j'ai dit que la carte d'identité, c'est un élément de souveraineté nationale. C'est un élément de fierté nationale. Raison pour laquelle, chez nous, à l'ONIP, nous sommes en train de voir comment proposer au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'organisation d'un grand concours, le concours sur le design de la carte d'identité nationale. Parce que nous devons faire participer les citoyens congolais au choix de la carte, de sa carte d'identité. Et donc là, en passant, j'ai dit que c'est un concours qui est en vue et ça sera sous les orientations du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Alors, par rapport à la délivrance de la carte d'identité nationale, la carte d'identité nationale sera délivrée à chaque citoyen congolais qui a l'âge requis. Parce que bientôt là, les premiers... Ça dit 18 ans? Non, pas 18 ans. Bientôt là, les premiers, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, va prendre un décret qui va créer la carte d'identité nationale. C'est ce décret-là qui va spécifier les conditions ou les documents à exhiber pour obtenir sa carte d'identité nationale, mais aussi qui va déterminer l'âge à partir duquel les Congolais, les citoyens congolais aura sa carte d'identité nationale. Mais l'enfant né aura déjà son numéro d'identification nationale sur son acte de naissance. Ce numéro sera repris à sa carte d'identité nationale une fois qu'il aura l'âge de disposer de sa carte, et ce numéro va le poursuivre jusqu'à la fin. Que donc la carte d'identité sera délivrée à chaque Congolais qui remplit toutes les conditions. À chaque Congolais dans un pays où le débat de la congolité bat le plein. Oui, nous disons que le débat de la congolité, c'est un débat alimenté par la question de nationalité, pour être plus précis. Voilà, des nationalités. Ouais. C'est un débat alimenté par une certaine opinion politique. Non, mais c'est simplement toujours existé. Et pourtant, l'ONIP, c'est un organe technique. La nationalité congolaise, ce n'est pas l'ONIP qui octroie la nationalité congolaise. L'ONIP octroie ou délivre des titres d'identité, que ce soit pour les étrangers, pour les étrangers avec la carte de résident, parce que même les étrangers doivent être répertoriés dans notre base de données, dans le fichier général de la population.
les nationaux auront droit à la carte d'identité sur présentation des documents qui seront repris dans les décrets que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, va prendre d'ici là, qui va créer la carte d'identité nationale. Je profite aussi de cette occasion pour dire à notre population que le fichier général de la population, c'est une mine d'or. L'ONIP sera presque le seul établissement à caractère administratif et technique, mais qui aura à faire des recettes, presque comme un service générateur de recettes. Parce que le fichier général de la population sera interopérable, comme l'ont dit les collègues. Tous les services publics ou privés qui auront besoin d'authentifier une identité vont se connecter au fichier général de la population. Et cette connexion-là, cette interopérabilité-là, d'une manière ou d'une autre, aura des exigences financières et c'est l'État qui va voir son budget accroître, mais aussi ce fichier général de la population, à travers les numéros d'identification nationale, pourra permettre au pays de lutter contre la fraude, de lutter contre les phénomènes fictifs dans l'administration publique. Quelqu'un qui a 2 noms, 3 noms et qui travaille par-ci par-là, une seule personne, avec l'identifiant unique, on pourra dénicher tous ces fictifs et je crois que la gouvernance sera bien assurée. Merci. M. Ngirama, donc la CENI peut compter sur l'ONIP la CENI peut compter en 2023. La CENI peut compter sur avec des données vraiment fiables qui ne seront pas obligées, qui ne feront pas objet de contestation plus tard. La CENI peut compter sur la volonté du gouvernement de la République. Une fois que le gouvernement donne tous les moyens possibles à l'ONIP, les fichiers seront disponibles. Ça nous donne toutes les garanties. Mais alors, la question que je pose tout à l'heure de nationalité, c'est une question récurrente dans ces pays, surtout à l'approche des grands enjeux comme les élections. Est-ce que vous pouvez nous garantir que cette fois-ci, parce que 2023 c'est déjà demain, cette fois-ci ce problème ne pourra pas surgir pour dire qu'on a donné la carte d'identité, c'est pas des Ougandais, aux Tanzaniens ou aux Rwandais là? Voilà, merci beaucoup pour la question, c'est une très bonne question. C'est que la carte d'identité, nous la voulons la plus sécurisée possible. Et même la méthodologie que nous mettons en place, c'est pour éviter la fraude à l'identité. C'est que nous avons voulu séparer les opérations recensement et identification d'une part, délivrance de la carte d'identité d'autre part. Pourquoi nous avons séparé? Justement, c'est pour résoudre ces problèmes de la fraude à l'identité. Déjà au niveau du recensement, nous allons utiliser l'outil numérique. Nous n'allons pas faire un recensement sur papier, hein, bien que le papier peut exister, mais l'outil, c'est l'outil numérique. Non seulement qu'on a la possibilité de saisir les éléments d'identification, mais nous allons aussi capturer les empreintes, nous allons aussi prendre la photo, nous allons aussi prendre l'iris. Ce sont des éléments qui permettent d'individualiser la personne. Il faut que la personne qui se présente au bureau de l'ONU pour venir prendre sa carte d'identité, parce que le recensement est déclaratif, il déclare sa nationalité, il déclare même son sexe, hein, il déclare tout. Mais pour avoir la carte, il faut maintenant prouver que vos déclarations sont des déclarations fiables. Non seulement qu'on va, quand vous allez vous présenter au bureau, vérifier vos empreintes, pour voir si réellement vous êtes, ce n'est qu'un exemple, vous êtes vraiment M. Oscar Kabamba. On trouve que oui, ce sont les empreintes de M. Oscar Kabamba. On trouve que oui, dans la base, il n'y a pas 2 personnes qui ont les mêmes empreintes. Il n'y a pas 2 personnes qui ont la même photo, le même iris. On fait la vérification. Mais maintenant, M. Oscar Kabamba doit nous prouver, avec des documents officiels, qu'il est effectivement lui. Vous comprenez? Et là, c'est la loi qui détermine les documents. Voilà, merci beaucoup. C'est la loi. Sylvestre, je termine avec vous. Les Congolais, la population congolaise doit capitaliser en fait la présence de l'ONIP pour l'aider à mieux se faire identifier.
il faut le dire, dans l'opinion aujourd'hui. Oui, il faut mettre fin au doute, aux réticences. Il y a dans l'opinion aujourd'hui une certaine impatience. Hein? On le suit à travers les réseaux sociaux. Le Congolais a besoin de sa carte d'identité. L'ONIP, c'est pas seulement, c'est aussi la carte d'identité, mais c'est beaucoup plus. Elle sera gratuite? C'est le gouvernement qui lèvera l'option le moment venu. Mais du moins, les opérations elles seront gratuites. Oui. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci, parce que les gens attendent la carte et avec raison. Nous sommes dans un pays où même votre voiture a quand même une pièce d'identité quand on vous arrête. Et c'est pas normal, votre maison a une pièce d'identité. Et c'est pas normal, comme on le dit sous forme de boutade, que même les objets ont des pièces d'identité, sauf les hommes. Hein? Il faut arriver... Les Congolais n'ont pas leur pièce d'identité. C'est aussi une fierté de se dire qu'on est Congolais sans aucun doute, et on espère qu'avec le fichier général de la population, peut-être qu'il y aura toujours des polémiques, hein, mais je crois qu'avec le fichier général de la population, cette polémique-là sera réduite à son plus faible. Voilà, merci.